Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en l'honneur d'Alfred Nobel, connu plus communément mais moins correctement sous le nom de prix Nobel d'économie, est un prix annuel décerné aux économistes qui ont apporté une contribution significative aux sciences sociales. La raison pour laquelle le prix Nobel d'économie porte techniquement un nom différent est qu'il ne faisait pas partie des prix initiaux créés par Alfred Nobel lorsqu'il a créé la fondation pour redorer son image publique de fabricant de bombes. Il a été ajouté plus tard par la Banque centrale suédoise qui finance le prix séparément des autres prix décernés par la Fondation Nobel. La plaisanterie se résume à dire que les économistes voulaient s'asseoir à la table des vrais scientifiques et que le seul moyen d'y parvenir était de demander à une banque centrale souveraine de payer la note. C'est un peu injuste parce que cela me froisse, mais aussi parce que l'économie a réellement la capacité d'améliorer massivement la vie de milliards de personnes de la même manière que les autres sciences et disciplines si elles sont mises en œuvre correctement. Il n'y a probablement pas de meilleur exemple de cette capacité de l'économie pratique à rendre le monde meilleur que les lauréats du prix de cette année. Il a été décerné cette année à ces trois messieurs, Daron Acemoglu, Simon Johnson et James A. Robinson. Au-delà de leurs contributions spécifiques aux sciences sociales pour lesquelles ils ont reçu le prix cette année, ces trois messieurs comptent véritablement parmi les économistes les plus influents du monde. Acemoglu et Robinson sont probablement plus connus pour leurs livres Prospérité, puissance et pauvreté, pourquoi certains pays réussissent mieux que d'autres, qui est en fait une version résumée de ce pourquoi ils ont reçu leur prix. Mais leur travail, ainsi que celui de Simon Johnson, va bien au-delà. Leurs théories, études et recommandations ont eu un impact sur la politique de certaines des économies les plus vulnérables du monde, et elles ont également été utilisées pour s'assurer que certains des pays les plus prospères du monde le restent. Ces trois hommes ont eu un impact si profond sur le domaine que lorsque je les ai félicités pour leur prix, j'ai admis maladroitement que je pensais qu'ils l'avaient déjà gagné. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue purement académique, Acemoglu lui-même est le troisième économiste le plus référencé au monde, ses travaux étant davantage cités que ceux de Krugman, Friedman et même Keynes. Ce qui leur a valu leur prix, c'est leur explication des raisons pour lesquelles certains pays sont riches et d'autres pauvres. Il s'agit en fait de la plus grande question de toute la macroéconomie. Aujourd'hui, les 20% de pays les plus riches du monde sont 30 fois plus riches que les 20% les plus pauvres. Et même si le monde s'enrichit dans son ensemble, ce ratio ne change pas, ce qui signifie que les pays les plus pauvres ne rattrapent pas leur retard. Il est évident que la question importante est de savoir pourquoi, ce à quoi les lauréats de cette année ont apporté une solution convaincante au cours de leur décennie de recherche collective. Leur théorie aborde un grand nombre de résultats macroéconomiques qui n'ont pas beaucoup de sens à première vue, comme la raison pour laquelle certains pays totalement dépourvus de ressources naturelles, de terres arables ou même de bonnes positions commerciales sont des centaines de fois plus riches que d'autres pays qui sont littéralement assis sur des mines d'or. Si tout cela ne suffisait pas, l'une des principales raisons pour lesquelles les lauréats de cette année ont été choisis est probablement qu'ils proposent des solutions à ces problèmes et des stratégies réalisables pour éviter qu'ils ne deviennent un problème. Donc, quelles sont les idées qui ont remporté le prix Nobel cette année? Où peut-on les voir dans la vie réelle? Et enfin, pourquoi tire-t-il la sonnette d'alarme sur notre avenir immédiat? Lorsqu'on examine une liste d'économies nationales, il peut être difficile de déterminer des caractéristiques communes entre les pays riches et les pays pauvres. Des pays comme le Venezuela, qui disposent de suffisamment de pétrole pour que leurs habitants s'enrichissent de génération en génération, sont pauvres, alors que l'Irlande, qui dispose de très peu de ressources naturelles, a un PIB par habitant près de 25 fois supérieur. De même, les pays enclavés comptent parmi les nations les plus pauvres du monde en raison des restrictions imposées au commerce mondial par le biais du transport maritime, ce qui est assez logique si l'on accepte le fait que quelques pays enclavés comptent parmi les plus riches du monde, notamment la Suisse, le Luxembourg et le Liechtenstein. Trouver un trait commun qui détermine le succès ou l'échec économique semblait assez difficile, jusqu'à ce que les lauréats de cette année suggèrent que ce ne sont pas les ressources naturelles, la position géographique, la taille de la population ou quoi que ce soit d'autre qui séparent les nations riches des nations pauvres, mais plutôt la stabilité et la fiabilité des institutions de ces pays, et ce de manière presque universelle. Au niveau le plus fondamental, une économie n'est en fait qu'un système d'allocation efficace des ressources entre les participants. Et la meilleure façon de s'assurer que les participants se sentent obligés de créer de la valeur pour ce système consiste à les récompenser de manière fiable pour leurs efforts.
Cela s'applique à toutes les institutions, depuis les grandes banques centrales et les trésors nationaux jusqu'aux bureaux d'urbanisme locaux, aux petites entreprises, aux médias et même aux fonctionnaires. Si une économie est dotée d'institutions bien gérées, honnêtes et efficaces, ses citoyens, ses investisseurs potentiels, ses entreprises et le gouvernement lui-même peuvent se mettre au travail pour produire de la valeur, confiant dans le fait que leurs investissements, quelle que soit la forme qu'ils prennent, ne leur seront pas enlevés. Un travailleur d'une économie avancée, dotée de bonnes institutions, peut, en toute confiance, passer des années à étudier pour obtenir un diplôme qui lui donnera accès à une profession qualifiée comme celle d'ingénieur, parce que ce pays dispose d'institutions qui garantissent que le diplôme qu'il obtient provient d'un établissement réputé, qu'il existe des organismes qui exigent ce diplôme pour obtenir une licence, et que cette licence est nécessaire pour approuver des projets d'ingénierie, et que les projets d'ingénierie sont payés parce qu'il existe des tribunaux équitables et impartiaux pour faire respecter les contrats. Un travailleur issu d'une économie dépourvue de l'une de ces institutions aura du mal à gagner sa vie en concevant des bâtiments si les contrats sont attribués à celui qui a les meilleures relations avec le gouvernement et s'il n'y a pas de système en place pour s'assurer que les qualifications sont respectées. Il n'y aura probablement pas le même investissement dans l'obtention de ces compétences en premier lieu. Même quelque chose d'aussi simple qu'une administration qui délivre des permis de conduire sur la base de normes raisonnables et équitablement testées signifie que les compagnies d'assurance auront davantage confiance dans l'assurance des chauffeurs routiers, ce qui rend le commerce local plus viable commercialement, ce qui aide les entreprises à fonctionner, ce qui emploie des personnes, qui peuvent payer des impôts à une agence fiscale efficace pour financer des services, comme une administration qui délivre des permis de conduire. Bien entendu, il ne s'agit là que d'un exemple très simplifié, mais l'idée de base est la même. Les économies avancées, dotées de bonnes institutions, permettent aux gens d'investir beaucoup de ressources pour devenir hautement spécialisés, sachant que s'ils accomplissent efficacement leur travail spécifique, des systèmes sont en place pour s'assurer qu'ils peuvent échanger ce travail contre tout ce dont ils ont besoin. Si tous les acteurs d'une économie peuvent se spécialiser dans un domaine qu'ils maîtrisent parfaitement, l'économie sera plus riche. Il s'agit là d'une théorie solide qui se vérifie dans pratiquement toutes les économies du monde aujourd'hui. Il est presque impossible de penser à un pays pauvre qui dispose d'institutions bonnes, justes et fiables, de même qu'il est tout aussi difficile de penser à un pays riche qui soit resté riche sans ces institutions. Les lauréats de cette année n'ont pas été les premiers à reconnaître cette corrélation, mais la corrélation n'est pas synonyme de causalité. Il est possible que les pays riches aient de bonnes institutions parce que les bonnes institutions coûtent cher. Un gouvernement qui paie tous ses travailleurs suffisamment bien pour éviter les tentations de corruption, de grands centres d'éducation bien financés et des systèmes financiers employant des gestionnaires qualifiés et compétents sont autant d'éléments qui coûtent cher. Qui plus est, dans un monde de plus en plus globalisé, les individus et les entreprises qui gèrent ces institutions sont tentés de s'installer dans des pays riches, où ils peuvent être mieux payés pour leurs services, dans le cadre d'un phénomène mondial communément appelé fuite des cerveaux. La première chose que les lauréats devaient démontrer était donc que de bonnes institutions rendaient les pays riches, et non que les pays riches étaient simplement capables de s'offrir de bonnes institutions. Ils y sont parvenus en remontant le cours de l'histoire et en retraçant les séquelles du colonialisme. Dans leurs recherches sur l'histoire économique, les lauréats ont trouvé des modèles intéressants parmi les régions coloniales formées. Les régions qui étaient les plus riches avant le colonialisme étaient les plus pauvres après le colonialisme. Cela ne devrait pas être le cas, toutes choses étant égales par ailleurs, car la richesse ayant les systèmes économiques modernes était principalement déterminée par le degré d'arabilité de la terre et la présence de ressources naturelles, ce qui n'est pas très différent des hypothèses d'aujourd'hui. La différence, c'est que lorsque les empires coloniaux ont commencé à opérer dans des régions déjà riches et prospères, ils ont dû mettre en place des institutions qui réprimaient les populations locales existantes et les transformaient en une main-d'œuvre servile pour les aider à extraire les ressources. A l'inverse, les régions moins prospères et moins peuplées n'étaient pas aussi menaçantes, mais malheureusement pour les colonisateurs, ils ont dû faire une grande partie du travail eux-mêmes. Les institutions établies dans les régions plus riches avant le colonialisme visaient à contrôler et à tirer profit de la population existante, ce qui signifie que lorsque les empires coloniaux sont partis ou ont été chassés, il a été facile pour de nouvelles parties de s'installer et de tirer profit des mêmes institutions qui visaient à contrôler les gens.
Ces institutions, en plus d'être sujettes à la mauvaise gestion et à la corruption, encouragent également l'exploitation économique plutôt que le développement productif. Il y a 400 ans, c'était une excellente façon de s'approprier beaucoup de richesses. Mais aujourd'hui, les économies les plus riches sont celles qui encouragent la création de valeur plutôt que l'extraction de valeur. Le fait que les empires qui dirigeaient ces colonies militarisées soient pour la plupart partis après avoir été expulsés n'a pas aidé non plus, créant un vide de pouvoir et emportant avec eux leurs connaissances sur la manière de gérer ces institutions, même si elles étaient hautement exploitantes. D'autre part, les régions moins peuplées et moins denses étaient à la fois moins menaçantes pour les empires coloniaux qui n'avaient pas à faire face à une armée permanente, mais aussi moins utiles parce qu'elles ne disposaient pas d'une main-d'œuvre prête à l'emploi. Cela signifiait qu'ils devaient fournir leur propre main-d'œuvre par l'intermédiaire des colons, même si leur travail était largement soutenu par des esclaves ou des bagnards importés d'ailleurs. Les institutions mises en place dans ce type d'environnement, notamment les États-Unis d'aujourd'hui, mais aussi le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, devaient soutenir ces opérations indépendantes plutôt que de traiter l'ensemble de la colonie comme un chantier destiné exclusivement à produire des épices, du thé ou autre. Ces colonies de peuplement devaient encourager les gens à venir d'Europe pour y faire leur vie. Elles ont donc créé des systèmes pour protéger leurs investissements, leur accorder des droits de propriété et leur donner des libertés politiques qui n'étaient manifestement pas accordées aux habitants indigènes des autres colonies. Une fois encore, lorsque ces empires coloniaux ont fait marche arrière ou ont été chassés, les régions qui étaient moins prospères avant le colonialisme ont hérité de ces institutions qui étaient plus propices à la gestion d'une économie saine. Les colons ont également eu tendance à rester dans ces colonies et à les adopter comme leur propre foyer après avoir revendiqué l'indépendance, ce qui signifie qu'il y a eu une plus grande continuité et que les connaissances sur la manière de gérer ces institutions ont été maintenues dans le nouveau pays. Il est important de reconnaître que ce n'est pas parce que les nations qui se sont formées dans ces régions sont plus prospères aujourd'hui que les populations indigènes s'en sortent mieux, et tragiquement, il existe toujours un fossé entre ces groupes au sein de ces économies, tout comme il existe un fossé entre ces économies. Une fois ce contexte essentiel posé, l'un des exemples les plus clairs de ce qui se passe dans le monde réel a été présenté lors de l'annonce des lauréats de cette année dans ce qu'ils ont appelé de manière plutôt poétique « le conte des deux villes ». La ville de Nogales est divisée par une clôture qui s'étend d'est en ouest. Au nord, Nogales en Arizona se targue d'avoir des revenus incroyablement élevés par rapport aux normes mondiales, une longue espérance de vie et un bon accès à l'éducation. Et bien sûr, de bonnes institutions fiables qui garantissent des droits de propriété, des protections juridiques, une monnaie stable, un système de règles et de réglementations relativement exempt de corruption, le tout supervisé par des gouvernements représentatifs, du maire local au président. De l'autre côté de la barrière, Nogales, dans l'état de Sonora au Mexique, est considérablement plus pauvre, ne jouit pas de la même qualité de vie et connaît de graves problèmes de criminalité organisée et de corruption. Il s'agit des deux moitiés d'une même ville qui partagent la même culture, la même géographie, le même climat et même le même patrimoine. La seule différence réside dans le fait qu'elles opèrent sous l'égide des institutions américaines ou des institutions mexicaines. Le Mexique était le berceau des Aztèques, ce qui, pendant la période coloniale espagnole, devait être contrôlé et a contribué à la mise en place d'institutions moins représentatives, même aujourd'hui. C'est ce contexte historique et les dizaines d'autres exemples qu'ils ont étudiés à travers le monde qui ont permis aux lauréats de cette année d'étayer l'idée que de bonnes institutions créent effectivement des économies riches, et pas seulement que les économies riches peuvent se permettre d'avoir de bonnes institutions. Cela peut sembler beaucoup de recherches de fond juste pour prouver une relation de cause à effet, mais avec des enjeux aussi importants, c'était essentiel. Sinon, leur conseil aux nations de se concentrer sur la création de ces institutions solides aurait été comme de dire à un sans-abri d'acheter une maison. Au lieu de cela, ils ont pu faire ce que beaucoup d'économistes n'oseraient jamais faire, et formuler des recommandations constructives pour améliorer une mauvaise situation. Acemoglu, Johnson et Robinson ont donc démontré l'existence d'un lien de causalité entre le fonctionnement de bonnes institutions, ce qui signifie qu'une bonne politique peut être recommandée pour soutenir ces institutions. Le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire.
Si la mise en place d'institutions équitables et bien gérées pouvait rendre une économie plus riche sans contrepartie, il est évident que toutes les économies le feraient. Le problème est bien sûr que les institutions mal gérées profitent souvent à ceux qui font la politique, et même s'ils ont les meilleurs intérêts de leur peuple à l'esprit, la gestion de ces organisations demande beaucoup de compétences et d'expérience. La première partie est évidemment le plus grand obstacle pour de nombreuses économies. Les élites qui établissent les règles tirent un avantage économique du fait que ces règles les favorisent aux dépens de leur peuple, et elles ne veulent pas y renoncer à moins d'être sûres que leur situation économique s'améliorera. Or, il arrive souvent qu'elles s'améliorent en reprenant un peu de contrôle. Les institutions fonctionnent presque toujours mieux lorsqu'elles sont redevables au peuple. En théorie, il vaut mieux être le dirigeant national d'une économie très prospère que le despote d'un État en déliquescence. Mais rien ne garantit que ces personnes conserveraient leur position de pouvoir et leur richesse si elles introduisaient des systèmes plus équitables. Cela place de nombreuses économies dans une impasse vicieuse, où la classe dirigeante et la population se porteraient mieux dans une société plus égalitaire, mais où aucune des deux parties ne peut faire confiance à l'autre pour faire le premier pas. Ce que les lauréats ont constaté à travers l'histoire, c'est que le moyen le plus efficace pour les économies de sortir d'une situation caractérisée par des institutions médiocres était le transfert pacifique et non violent du pouvoir plutôt que les révolutions qui tendent à créer une toute nouvelle classe dirigeante et qui, d'une manière générale, causent plus d'ennuis qu'elles n'en valent la peine. Ces idées ne semblent peut-être pas très avant-gardistes, mais il est important de se rappeler que ce prix a été décerné pour des travaux réalisés sur plusieurs décennies. Ils ont démontré que des institutions plus justes et mieux gérées n'étaient pas seulement l'une des causes du succès économique, mais probablement la plus importante. Avant les travaux de ces hommes, il n'y avait pas de consensus clair sur la valeur économique d'une démocratie avec des contrôles et des équilibres par rapport à quelque chose comme une dictature bienveillante. Il est évidemment très difficile de distiller le travail d'une recherche littéralement récompensée par un prix Nobel dans une vidéo concise, mais si vous voulez plus de détails, je peux vous recommander sans réserve leur livre « Prospérité, puissance et pauvreté, pourquoi certains pays réussissent mieux que d'autres », qui examine des études de cas historiques fascinantes dans un style qui n'est pas très différent de celui que nous utilisons sur cette chaîne. Mais au lieu d'être écrit par un type quelconque sur internet, il est rédigé par deux économistes récompensés par un prix Nobel. Nous avons également eu la chance de nous entretenir avec le professeur Acemoglu au début de l'année, et il a mis les choses au clair sur ce qui empêche l'Afrique de connaître le succès économique dont elle est capable. Vous devriez pouvoir cliquer sur cette vidéo sur votre écran maintenant, ou si vous voulez écouter l'intégralité de notre entretien avec lui, il est disponible sur Spotify et sur la plupart des autres services de streaming. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao.